Mon frère avait 11 ans de plus que moi. Je ne me souviens pas très bien de l'époque où il vivait avec nous, lors de ses années lycée. Je n'avais que 13 ans lorsqu'il a déménagé. Mais il a toujours été bizarre. Sa passion était d'observer les gens. Je me souviens que, parfois, lorsqu'il venait me chercher à l'école, il regardait des groupes d'enfants qui rentraient chez eux dans leur uniforme. Et ces petites scènes banales du quotidien, ces vieilles dames qui jetaient des miettes de pain aux oiseaux, ces magasins qui fermaient, le rendaient triste. Il prenait des photos de tout et n'importe quoi. Il était très nostalgique de choses qu'il n'avait jamais vécues. Je me souviens clairement que, parfois, il s'asseyait dans un coin de sa chambre et écrivait dans un vieux carnet qu'il utilisait à l'école. Parfois, je lui demandais ce qu'il écrivait ou dessinait. Il me disait évidemment de partir. Il cachait ses notes lorsqu'il n'écrivait pas. Je les ai quelquefois cherchées lorsqu'il n'était pas à la maison, mais sans jamais les trouver. Je ne me souviens pas de grand-chose d'autre à propos de mon frère. Il était très introverti, mais il acceptait quand même parfois de jouer à des jeux vidéo avec moi quand je lui demandais. Il n'aimait pas beaucoup le sport et avait un petit cercle d'amis qu'il connaissait depuis assez longtemps. Ses amis étaient en général aussi bizarres que lui, et maman n'aimait pas qu'il traîne dans le quartier. Mais il n'avait pas l'air de souffrir de sa solitude. Il avait de bonnes notes et semblait heureux dans sa vie. Il était l'opposé de ma sœur, qui avait 7 ans de plus que moi, qui a toujours été très sociale et avait confiance en elle. Lorsque mon frère sortait, c'était soit pour prendre des photos des endroits les plus minables de la ville, soit pour aller chez un ami, probablement écouter de la musique. Il adorait la musique, spécialement les enregistrements amateurs. Mon frère est décédé dans un accident de voiture l'an dernier. Nous avons fait le deuil maintenant. Mes parents ont décidé de laisser sa chambre telle qu'elle était lorsqu'il l'a quittée. J'étais incapable de me contenir. Le mystère de son carnet trottait dans un coin de ma tête depuis des années. Mais des mois après sa mort, un besoin urgent m'a pris. Il fallait que je trouve ce carnet. J'ai fouillé sa chambre de fond en comble. J'ai cherché partout, en remettant tout à sa place pour ne pas que mes parents voient que j'ai été fouillée. Et finalement, par pure chance, je suis tombée sur une latte de parquet branlante, là où son lit se trouvait. C'était une bonne cachette. Je ne l'aurais jamais trouvée il y a quelques années. J'ai prié pour que ce soit la cachette de son carnet. Et j'avais raison. Mon frère avait gardé tous ses gribouillages. Avec le temps, l'humidité et les insectes avaient quelque peu sali les pages. Mais la plupart restaient parfaitement lisibles. C'étaient des vieux cahiers d'écoliers avec des reliures en anneaux, à la couverture noire. Les marques sur la couverture indiquaient qu'il y avait eu des étiquettes, mais elles avaient été retirées. J'ai feuilleté ces notes pendant plus de 4 heures, avec un intérêt grandissant. Ce qu'il avait écrit, parfois dessiné, était extrêmement varié. Il y avait une liste des gens qui l'aimaient, mais il y avait aussi des gens tels que la dame qui nettoie à 7h30 à l'hôtel, avenue Nanana, porte un ruban rose, ou encore le gentil portier de la maison de jeunesse. C'était des gens qu'il connaissait de ses observations nostalgiques, je suppose. Il y avait également des entrevues avec des gens de la ville à propos de divers sujets. Mon frère prétendait parfois être un étudiant en journalisme ou en communication et interviewait des passants dans la rue à propos de diverses choses. Beaucoup de ces interviews sont écrites ici. Il y a parfois des comptes rendus de choses personnelles, ou pas, de choses étranges qui se sont déroulées dans la ville, comme si c'était les choses les plus banales du monde. Il y a tout et n'importe quoi. Mais parfois, ses amis apparaissaient dans ses écrits. Je retranscris ici ces notes au rythme où je les découvre. Alors, veuillez m'excuser si je vais lentement. Je n'ai pas de scanner pour vous les montrer directement. Et l'écriture de mon frère est de toute manière plutôt illisible pour quiconque ne la connaît pas. J'ai bien évidemment, pour ma sécurité, remplacé tous les noms de rues, de villes et de personnes par des pseudonymes ou des blancs. Plusieurs autres choses, je ne suis rentrée en contact avec aucun des amis de mon frère depuis son décès. Même si tous sont venus à ses funérailles et ont été très gentils. Naturellement, ils sont tous beaucoup plus vieux que moi. Et nous avons très peu d'intérêts en commun. Étant donné que mon frère était proche de ses amis, il est probable que certaines choses écrites ici ne soient pas de lui, mais de ses amis. Et que c'était en quelque sorte un projet collectif. Je me base sur 2 choses pour affirmer cela. L'écriture varie beaucoup entre les différentes pages. Parfois, c'est le style d'écriture de mon frère, très impersonnel, et parfois, cela ne lui ressemble pas du tout. Une sorte de prose. Et aussi, il n'y a aucune garantie que ce tout, que même quoi que ce soit écrit ici, se soit réellement passé. Tout ceci n'est peut-être qu'une pure fiction sortie tout droit de l'imagination de mon frère. Il lisait beaucoup. Il était fan d'auteurs tels que Borges, qui a une approche très mathématique de la fiction, et d'autres comme Cortázar, qui aimait mélanger fiction et réalité. Enfin,
Je me dois de dire que mon frère et moi-même ne sommes pas anglais d'origine, et que ces notes ne sont pas non plus écrites en anglais à la base, ce qui rend la tâche plus difficile pour moi, car je dois transcrire et traduire dans la foulée. Si un passage semble étrange, ce n'est peut-être pas de la faute de mon frère. Quelques passages ne sont pas écrits à la main, mais sur des bouts de papier imprimés et collés au cahier, ce qui renforce ma conviction que mon frère n'était pas le seul à écrire pour ce projet, ou quoi que cela puisse être. C'est déjà un préambule trop long. Je vais maintenant poster des extraits des cahiers. Il y en a 5 au total, d'une longueur variable. Le troisième est de loin le plus long. Les 4 autres semblent être des réflexions plus approfondies sur les idées du troisième. Je les ai peut-être trop lues. Extrait du cahier 3. Liste sans titre 4. Personnes qui tuent des animaux et autres. Petit 1. Rue, magasin Mom and Pop, sucrerie chinoise infestée de rats. F m'a dit que ce qu'il faisait en réalité était qu'il les emmenait dans l'arrière-boutique et qu'il les dépeçait. C'est pour ça que la radio dans ce magasin est toujours très forte. 2. Hécatombe dans la population de pigeons attribuée à l'étrangleur de pigeons, un assassin anonyme des nuisibles volants. 3. Un groupe d'enfants dans le parc de utilise des carabines. Ils avaient pour habitude de dépecer des poissons dans le lac de mais on sait tout ce qui s'est passé en 1998. 4. Le voyeur dans le magasin de disques aime les filmer en train de le faire. K est un ami à elle. 5. Tu te souviens de ces annonces qu'on entendait à 3h du matin à l'époque où on retrouvait morts les chiens du quartier, étranglés ou empoisonnés? Des genres de films amateurs qui demandaient de dénoncer celui qui faisait ça. Bon travail les gars. 6. Personne n'a jamais su où c'était enterré. Même pas nous. 7. J'ai demandé à A de m'en dire plus sur ce mec de architecture qui ferait du torture porn. Le reste de la page est illisible. Confirmé, faux. Extrait du cahier 1, un souvenir. C'était à l'époque où l'on vivait à quartier d'ailleurs très ennuyeux. Tu sais le tag, le quartier le plus vert de la ville. Ils en sont très fiers. En vérité, c'est juste devenu ennuyeux. Les adultes venaient habiter ici pour s'éloigner du brouhaha de la ville. Mais je préfère le chaos de la ville, plutôt que cette vie de bohème campagnarde. Et de toute façon, c'était des conneries, parce que tout le monde a déménagé ici, et c'est juste devenu une partie de cette ville dégueulasse. Engloutie, assimilée, envahie. Bref, à l'époque j'avais 9 ans et pas beaucoup d'amis. Haha. Mais j'avais 7 amis. Il habitait de l'autre côté de la rue. Et parfois, on jouait au papa et à la maman. Les gars, vous avez forcément déjà joué à jeu. Ne prétendez pas que vous ne l'avez jamais fait. Et parfois, on allait explorer le voisinage, ce qui était pratiquement la même chose. Je pense que je devrais décrire la redoutée maison hantée. J'ai raconté cette histoire un nombre incalculable de fois et je décris toujours des détails différents. Mais de toute manière, c'était dans un coin très reculé du voisinage. Là où les riches demeurent, laissent place aux maisons délabrées et aux immeubles insalubres. Là où avaient lieu tous les cambriolages. Il y avait l'entrée principale, un vieux portail en acier noir, auquel on accède en suivant un long chemin boueux. À cette époque, le quartier ressemblait vraiment à la campagne. Jusqu'à cet énorme terrain qu'on voyait de dehors. La propriété tout entière était entourée de fils barbelés et d'avertissements comme « interdit au public ». L'endroit était vieux et sinistre. Il y avait une petite cabane derrière la maison, des jardins défraîchis et enfin le bâtiment principal, où je suppose que les gens habitaient. Il y avait une piscine, mais toujours vide, et je n'ai jamais vu aucun chien de garde malgré les avertissements. I était complètement obnubilé par cet endroit. Il parlait d'histoires de fantômes et ses livres, chair de poule, lui étaient montés à la tête. Il n'était pas aussi fou que je le suis maintenant, et il voulait aller explorer les environs. J'ai dit non, mais il a insisté. Et il était mon seul ami. Je le voyais tous les soirs après l'école. On a fini par aller l'explorer. 3 fois. Et chaque fois était pire que la précédente. Est-ce que j'ai dit que les arbres étaient les plus flippants que j'ai eu l'occasion de voir? Ils n'ont jamais fleuri, ni eu aucune feuille. C'étaient de vieux piliers de vieux bois et parfois ces énormes oiseaux noirs, comme des corbeaux, venaient se percher sur les branches. C'était horrible. La première fois que nous y sommes allés, il ne s'est pas passé grand-chose. Nous ne sommes pas rentrés dans le jardin la première fois. On s'est d'abord défié d'aller voir à l'intérieur, mais nous étions tous les deux effrayés. On s'est juste baladé autour de la propriété en essayant de voir quelque chose d'effrayant. On a aperçu de loin un homme flâner avec un bâton à la main, probablement un garde, et quelques silhouettes. Mais il y avait énormément de brouillard ce matin-là, et on ne voyait pas grand-chose. J'ai parlé de ce long chemin boueux qui mène à l'entrée de la maison qui ressemble à celle d'un méchant dans les films pour enfants. On regardait toujours autour de nous sur le chemin parce qu'on avait peur qu'il y ait des chiens ou autre chose.
faisait du vélo ici. Alors après 1 heure à traîner autour de la maison, à essayer de trouver quelque chose qui en vaille le coup, nous sommes retournés à l'entrée du chemin avec l'intention de retourner chez nous. On avait laissé nos vélos devant le portail. Lorsque nous sommes retournés à l'entrée, nos vélos avaient disparu. I jura pour la première fois. Du moins, c'est la première fois que je l'entendais. C'était plutôt choquant pour une petite fille de 9 ans bien élevée comme moi. Mais ce n'était pas bizarre. Nous étions juste stupides de les avoir laissés là et d'être partis. On a supposé que des enfants les avaient pris. Mais on a vu les empreintes de pas. Je ne plaisante pas quand je dis « ne me fous pas de ta gueule », c'était des empreintes de chiens. De putain d'énormes empreintes de chiens. Elles étaient plus grandes que celles d'un homme, ou à peu près de la même taille. Une ligne d'environ 21 cm est tracée sur le côté de la page. Et les empreintes allaient en ligne droite. Pas comme un chien en aurait laissé naturellement. Et tu sais quoi ? Elles s'arrêtaient juste là, à l'entrée. Nous avons couru jusqu'à chez nous. Quand je suis rentrée, mes parents étaient furieux que j'ai perdu mon vélo. Je ne me préoccupais pas de mon vélo du tout, et j'essayais de leur dire qu'une sorte de monstre vivait dans la maison hantée. Mais ils ont cru que j'exagérais, comme les parents le croient toujours. Ils m'ont dit que je devrais retourner là-bas et demander poliment s'ils avaient vu mon vélo. Peut-être que les propriétaires l'avaient rentré à l'intérieur pour ne pas qu'il s'abîme, en attendant que ceux à qui ils appartiennent se manifestent. Je n'ai jamais eu le courage d'aller demander. Mais la mère de I y est apparemment allée, elle-même quelques jours plus tard pour demander aux gens qui habitaient là s'ils avaient récupéré les vélos. Je ne l'ai jamais entendu de la maman elle-même, mais lorsqu'elle est revenue de la maison, elle était triste et énervée et lui a dit qu'il ne devrait plus traîner dans les environs. Bien sûr, nous étions des enfants, et même si nous avions eu peur des empreintes, nous n'avions pas vraiment vu quelque chose. On voulait tant y retourner. C'était incroyablement stupide, même pour une fille de 9 ans. Mais qu'est-ce que j'y peux ? Je suis une aventurière. Alors un samedi matin, nous sommes sortis en douce de chez nous et nous sommes retournés à la maison. C'était à une demi-heure sans nos vélos. Le chemin nous a laissé du temps pour parler de la créature maléfique qui avait laissé ses traces. Chien, démon. Nos imaginations étaient très fertiles. On s'est dit qu'on verrait bien de toute manière. Ce matin-là était un peu plus clair, presque ensoleillé. Un beau matin d'hiver. Ça rendait la maison un peu moins sinistre, mais nous étions toujours terrifiés. Comme d'habitude, il n'y avait absolument personne dans les alentours. Mais il y avait une vieille Volkswagen que nous n'avions jamais vue garée devant. Les traces de chiens géants étaient effacées. On a décidé d'y aller. C'était la 2e fois qu'on y allait. Et c'était comme un cauchemar. Aucun de nous ne voulait rentrer dedans, mais personne ne nous croirait au sujet des empreintes de chiens et on voulait récupérer nos vélos. Alors nous sommes rentrés dans le jardin. La maison était pleine de vieux objets du XVIIIe siècle. Presque comme si elle n'avait jamais été touchée depuis la Révolution américaine. Il y avait des pièces d'or dans de petites boîtes à bijoux, des peintures et des portraits de gens qui portaient des perruques ridicules. Et même une épée posée sur une étagère. On s'attendait presque à voir un squelette dans le placard. Nous n'avions aucune idée de l'endroit où chercher nos vélos, jusqu'à ce qu'on aperçoive les empreintes. Cette fois, nous étions concentrés sur la recherche d'une entrée, ou d'un trou dans les barbelés qui menait au bâtiment principal, sans succès. Le soleil commençait à taper, il était près de midi. On avait chaud et on était fatigués. On se disait qu'on allait rentrer, on était plus fatigués qu'effrayés. C'est alors qu'on a entendu quelque chose. Et je ne sais toujours pas ce que c'était. Ça aurait pu être une très violente dispute de couple, s'il y avait eu un couple qui vivait là. Ça venait de la maison principale, la grande et belle maison tout au fond du jardin, à genre 20 mètres de nous. Mais on pouvait l'entendre. C'était un cri vraiment étrange. C'était comme une thérapie par le cri ou un cours de karaté, ou même peut-être un sergent de l'armée hurlant des ordres. Le même intervalle de temps entre chaque cri, donc quelques secondes, il y avait les voix d'un homme et d'une femme en alternance. Ça devenait de plus en plus fort, mais ça s'est arrêté d'un coup quand on a entendu un bruit de verre brisé. Ils ne se criaient pas dessus, peut-être qu'ils criaient ensemble sur quelque chose. C'était bizarre et contrôlé, mais en même temps, vraiment dérangeant. Nous écoutions ces cris en essayant d'apercevoir quelque chose par une fenêtre de la maison, mais quelqu'un est sorti de la maison par la porte de derrière et on est parti. Nos parents n'ont jamais su pour la 2e visite. On était curieux et on voulait retourner là-bas coûte que coûte. Cette nuit, je me souviens avoir fait d'horribles cauchemars et être allée dormir avec mes parents. Même si l'épisode des empreintes n'était qu'un souvenir et ne me préoccupait plus tant que ça, il y avait quelque chose avec ces cris. On a décidé de se préparer pour cette 3e et dernière
incursion dans la maison. On a pris quelques provisions, une vieille paire de jumelles, comme on peut en avoir avec des G.I. Joe dans une boîte de céréales, de l'eau, des couvertures et des lampes torches. On avait décidé d'y aller vers 17h, quand nos parents n'étaient pas encore rentrés pour être sûrs de ne pas se faire punir. C'était l'hiver et il faisait nuit tôt. C'était stupide en y repensant. J'avais toujours des cauchemars récurrents après avoir entendu ces cris. J'étais bien plus inquiète pour ça que pour l'histoire des vélos et du chien. Nous nous sommes mis en route assez tôt et on arrivait dans la fin d'après-midi. La maison était plus effrayante que jamais. Il n'y avait aucune voiture dehors, déjà une bonne chose. Mais il y avait beaucoup d'oiseaux dans les arbres. Et il y avait des chiens. Pas des chiens démons, juste 2 chiens qui se battaient pour un rat mort près de l'entrée. Ils laissaient des empreintes normales et, heureusement, nous ignoraient. Mais le détail le plus important est que le portail avait été laissé ouvert. Juste un peu, mais assez pour moi, et nos sacs. On était dedans. Il commençait à faire noir et on entendait des chiens aboyer. Pendant les premières minutes de l'exploration, nous n'avons rencontré que le silence et l'obscurité. On est passé près de la petite cabane sans que personne ne nous voie. La télé était allumée et diffusait un vieil opéra. Mais je ne pouvais pas dire si quelqu'un regardait. Je me souviens de la tête de dans la lueur de la télé provenant de la cabane. Il a regardé par la fenêtre et a eu l'air plutôt effrayant en se tournant à nouveau vers moi. Comme il était le garçon, il devait se montrer courageux et prétendre qu'il n'avait pas peur. Il a alors sorti sa lampe torche de son sac, l'a secouée et allumée. C'était la plus petite étincelle de lumière qu'on puisse voir, mais au moins on ne trébucherait pas sur n'importe quoi. À peu près au milieu du terrain, près de la maison d'où sortaient les cris de la dernière fois. On entendait des oiseaux et des chiens au loin. C'est là que les choses sont devenues compliquées. Et c'est la raison pour laquelle a toutes ses cicatrices. On a entendu crier. Cette fois, c'était tout, sauf contrôlé. C'était un cri d'agonie qui venait de la maison. On a alors entendu les bruits de pas les plus lourds qu'on ait jamais entendus. Sans mentir, j'étais prête à tout lâcher, attraper et courir loin de là jusqu'à chez nous, sans m'arrêter. A été surpris par ces cris. Il a sursauté et la lumière s'est reflétée sur des yeux. J'ai d'abord cru que c'était un chien, mais c'était un oiseau. C'était comme un poulet, mais tout noir, comme un poulet corbeau géant. Il marchait et semblait être capable de voler parce que son corps était gros et lourd, comme une grosse autruche. Il avait d'énormes yeux jaunes et la lumière brillait dedans. Il nous a regardés et a fait cette espèce de hurlement grinçant. Mais le cri venant de la maison le recouvrait. J'ai crié à qu'on devait partir. Du coin de l'œil, j'ai remarqué qu'il y avait des dizaines d'oiseaux comme celui-là. Toute une armée d'oiseaux bizarres. Je ne les avais pas vus jusqu'à maintenant. Ils étaient tous autour de nous. Un de ces oiseaux est passé près de ma jambe et ses plumes ressemblaient à du métal forgé. Il ne réagissait pas à mes cris. Il était pétrifié. Il a été ramené à la réalité par un soudain aboiement lointain. Il se rapprochait rapidement. J'ai commencé à entendre ces horribles pas, très lourds, comme si le sol lui-même tremblait. Alors, j'ai sauté en arrière et je me suis retournée pour voir quelque chose de bien plus gros attaquer ces créatures, à 20 mètres de nous. Les cris devenaient de plus en plus forts et soudain la lampe s'est éteinte parce que avait été plaqué au sol par quelque chose. Le reste est affreusement flou. J'ai essayé d'aider mais ce qui le maintenait au sol était aussi lourd qu'imponait. J'ai entendu ces horribles sons gutturaux sortir de cette bête, noyant les cris de Et pendant ce temps-là, les cris dans la maison ne s'arrêtaient pas. C'est comme si les cris avaient eu pour but d'invoquer ces créatures, qui pour autant que je sache ne pouvaient pas exister. Le gardien est venu nous aider. C'était lui qui regardait la télé dans la cabane, et on avait apparemment fait assez de bruit pour attirer son attention. Il m'a attrapé fermement par le bras, et avec l'autre frappé ce qui attaquait Après une longue série de coups de bâton, la bête a reculé. Les jambes de étaient couvertes de sang. Je ne me rappelle pas vraiment du reste. Les cris avaient stoppé. Tous. Dans la maison aussi. Il n'y avait que le gardien qui criait « Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous voulez ?» J'ai balbutié, mais je ne parvenais pas à articuler clairement. Il nous a ramenés dans la cabane et a mis de l'eau oxygénée sur les plaies de Elles étaient horribles, profondes. Des lambeaux de chair étaient partis. Il gémissait. J'ai réussi à dire mon nom et mon adresse, alors que le gardien a appelé mes parents. Ils nous ont récupérés et ont emmené à l'hôpital. Je ne me souviens pas combien de cicatrices il a, mais il en a beaucoup, sur les 2 jambes. Les docteurs ont dit qu'il avait eu de la chance, même s'il aurait besoin d'une rééducation pour pouvoir remarcher. Même aujourd'hui, a une jambe plus fine que l'autre, la droite. Tu as remarqué? C'est parce qu'il manque de lâcher.